Le monde, c'est nous. Ce soir, nous parlerons de la Côte d'Ivoire où une plainte a été déposée ce jeudi à Paris contre l'ex-premier ministre ivoirien et actuel homme adversaire du président Alassane Ouattara en parlant de Guillaume Soro Kikbafori. Elle porte sur des faits présumés commis par la rébellion des Forces Nouvelles qu'il a dirigée de 2003 à 2011. Une partie des crimes présumés des Forces Nouvelles est en train de revenir comme un boomerang vers Guillaume Soro, l'ancien secrétaire général de cette rébellion armée et candidat déclaré à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire prévue en octobre 2020. Une plainte pour torture, assassinat et crimes de guerre a donc été déposée ce 7 mai à Paris par les avocats de 6 personnes qui se sont constituées partie civile. On retrouve Dr Boga Sako et la question est: êtes-vous surpris par cette plainte déposée à Paris contre Guillaume Soro quand on sait qu'il est également poursuivi à Abidjan, notamment pour des faits qui pourraient ne pas être très loin de ce qu'on lui reproche en ce moment à Paris? Oui, je voudrais remercier Afrique Média. Je voudrais remercier, cher ami, de nous avoir convoqués, j'allais dire cet après-midi encore, pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a pas mal de sujets à travers l'Afrique, mais la question de la Côte d'Ivoire préoccupe. Et donc, c'est tout à fait normal que nous en parlions et que nous en reparlions. Et donc, je voudrais vous remercier pour cette occasion. À la vérité, je dois vous dire que, pas plus tard que le dimanche dernier, nous étions sur ce plateau, ce même plateau de Afrique Média, et nous avions débattu de la question entre les membres du RHDP, un représentant de GPS, et puis également un membre du parti du président Laurent Gbagbo. Et à cette occasion, je sais qu'Afrique Média garde bien les archives et que les Ivoiriens et les Africains qui nous écoutent à travers le monde d'ailleurs savent très bien que j'avais lancé un appel à M. le Premier ministre, l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soro. Je lui avais dit en substance que au stade où nous nous trouvons aujourd'hui, il joue son va-tout. Et que soit il prend ses responsabilités pour dire ce qui se passe dans la crise, ce qui s'est passé dans la crise ivoirienne depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, sinon, M. Ouattara va le pousser dans son dernier retranchement et finalement il sera l'une des rares victimes à pouvoir payer seul de tout ce qui s'est passé. Et je crois que petit à petit, M. Guillaume Soro a commencé à s'ouvrir. Parce que j'ai vu aujourd'hui, on va en parler durant cette émission, l'un de ses collaborateurs de l'époque, un membre de l'ex-rébellion, le capitaine Souleymane Zebre, qui a commencé à sortir un certain nombre d'informations, mais époustouflantes. Et donc, je voudrais dire merci. Merci à M. Guillaume Soro de libérer la Côte d'Ivoire, de nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, à la vérité, je ne suis pas surpris de ces plaintes-là. Tenez-vous bien que le 23 décembre 2019, M. Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international contre M. Guillaume Soro. Et il était attendu en Côte d'Ivoire avec les forces de défense et de sécurité aux aguets. Et à un moment donné, M. Guillaume Soro raconte qu'il a même pris peur. Il pensait même que si son avion atterrissait en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il serait bombardé. Et finalement, il a eu le nœud creux de ne pas atterrir et de repartir. À partir de là, il fallait savoir que M. Ouattara était prêt à tout pour livrer M. Guillaume Soro. Et justement, quand M. Guillaume Soro tente de se débattre avec la Cour africaine des droits de l'homme, M. Ouattara tape plus fort. En même temps qu'il décide de se retirer, en tout cas de retirer la déclaration de compétence à la Cour africaine, en même temps il colle un procès à M. Guillaume Soro qui est condamné à 20 ans ferme, avec 5 années de privation de ses droits civiques. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que là où nous sommes arrivés, en tant que militants des droits de l'homme, c'est ce que nous attendions. Nous attendions que tous ceux qui ont été acteurs depuis 2002 à ce jour, dans les crimes odieux qui ont été commis dans la Côte d'Ivoire, tout cela soit dévoilé et soit démasqué. Et c'est en cela que le pardon que demande M. Guillaume Soro aux Ivoiriens sera tout à fait bien accepté. Parce que si l'on demande pardon et qu'on ne sait même pas ce que tu te reproches, on ne sait même pas ce que tu as fait, donc le pardon, on est mal placé, c'est difficile pour nous de l'accepter. Mais aujourd'hui, si tu prends tes responsabilités pour dire qui est M. Ouattara, parce que les Ivoiriens, les Africains, le monde entier a besoin de connaître ce qui est M. Ouattara. Parce que M. Ouattara a trompé le monde entier pour que Laurent Gbagbo se retrouve à La Haye, pour que Charles Blé Goudé se retrouve à La Haye, et que lui,
soit au perchoir de la Côte d'Ivoire. Donc ça ne fait que commencer. Je ne suis pas surpris de cette plainte. Et je terminerai par dire, dans le domaine du football, ils ont une technique, en tout cas une stratégie qu'ils appellent la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. M. Guillaume Soro a là l'occasion de contre-attaquer, d'attaquer. Sinon, finalement, je pense qu'il sera la seule victime. Bouga Sako pour cette première intervention et rappeler aux téléspectateurs qu'ils auront également la possibilité de nous retrouver immédiatement sur ce plateau pour nous dire ce qu'ils pensent bien entendu de ces poursuites contre Guillaume Soro Kikbafori sur place à Paris. Mais avant, on va tenter une fois de plus de retrouver Idrissa Koulibaly, membre de la cellule de veille stratégique de Génération et Peuple Solidaire. On espère que cette fois-ci sera la bonne. Bonjour à Africa Media. Et nous remercions Africa Media de nous donner cette opportunité de nous prononcer. Et je dis aussi bienvenue aux éditeurs. Ben, en ce qui concerne cette plainte, nous croyons que nous, à notre niveau, ce n'est pas une surprise en tant que telle. Je crois que c'est la démocratie, tout le monde est libre, n'est-ce pas, de saisir toute juridiction, n'est-ce pas, pour faire valoir ses droits. Ça, c'est tout à fait légitime. Donc, une surprise en tant que telle, nous ne sommes pas surpris, n'importe qui peut déposer. Maintenant, les procès vont suivre son cours. Maintenant, ce qui concerne, bon, je ne vais pas entrer dans le fond parce que nous estimons que quoi? Nous, à notre niveau, on a été clair. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les hommes ont été pris pour certaines raisons. Et puis, vous savez très bien, Soro était un étudiant. Donc, tout le monde sait qu'en tant qu'un étudiant, il ne peut pas avoir de l'argent pour se payer, n'est-ce pas, tous ces armes et autres là. Comme il a dit lui-même dans ses discours, le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas étranger à ce coup d'État. Il n'a pas véritablement accusé. Il a juste dit que M. Alassane Dramane Ouattara, dans ses discours, n'est pas étranger, n'est-ce pas, à ce coup de force. C'est ce qui a été dit. Donc, lui, effectivement, en tant qu'un homme d'État, sans entrer dans les détails, puis sans remuer le couteau dans la plaie, il dit que effectivement la Côte d'Ivoire a été endeuillée, donc il se met en mode pardon et réconciliation. Et puis bon voilà, on verra quoi. Maintenant, je me dis que quoi, on va laisser les choses se poursuivre. Il y a d'autres voix quand même plus autorisées que moi qui vont logiquement se prononcer, n'est-ce pas, sur cet état de fait là. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'aurais dit. Voilà, je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Je vous propose d'aller suivre cet élément qui nous retrace un peu l'historique de ces faits que nous vous présentons aujourd'hui. 20 ans de prison, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et 2 milliards de dommages et intérêts. Tel est le verdict ce mardi du procès de Guillaume Soro, l'ancien chef du Parlement ivoirien, accusé de recel de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les faits sont liés à l'une de ses résidences située à Marcory, qu'il aurait rachetée avec des fonds publics. Aussi, il est écopé de la privation de ses droits civiques. L'avocat de l'État ivoirien se réjouit de cette décision de la justice, qui est selon lui, loin des calculs politiciens. En ce qui nous concerne, État de Côte d'Ivoire, nous sommes satisfaits. Pour nous, ce n'est que justice, parce qu'on ne peut pas continuer dans l'impunité, on ne peut pas continuer effectivement à encourager la corruption dans un État de droit. On ne peut pas voir en ce procès une quelconque volonté politique. Il s'agit d'un procès normal contre une personne qui est poursuivie pour une infraction grave. Du côté de la défense, qui a boycotté ce procès, l'on dénonce la procédure. Je ne m'attendais pas à autre chose qu'à une telle décision. Seulement, je pensais qu'elle serait un peu plus pudique, parce que je la trouve hors proportion. Je m'attendais à une condamnation dès que le gouvernement a été le premier, par la voix de son porte-parole, à dire que les poursuites en cours ne seront nullement gelées, contrairement à ce que ordonne l'arrêt, qu'elles vont suivre les cours. Et que effectivement cette audience soit mise au rôle et tenue dans les 48 heures qui ont suivi. Réagissant à cette décision, le concerné qualifie de non-événement ce procès. Je reste candidat à la présidentielle et je gagnerai. Je considère ce verdict comme un non-événement. Je maintiens ma candidature à la présidentielle. Quelques jours avant ce verdict de la justice ivoirienne, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait demandé la suspension du mandat d'arrêt contre l'ancien.
Et voilà, retour sur ce plateau et en espérant cette fois-ci avoir nos invités qui sont installés en multiplex avec qui nous échangeons sur la question. Le docteur Boga Sako qui est installé en multiplex, tout comme voilà un représentant de Génération et Peuple Solidaire, à savoir Idrissa Coulibaly. Quelles peuvent être les conséquences de cette plainte déposée à Paris contre Guillaume Soro au plan politique? C'est vrai, c'est une question que vous avez... une question fondamentale que vous posez là. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle plainte portée par un groupe de personnes? On a parlé de 6 personnes. Il y a un média sur les réseaux sociaux qui disait également que c'était même l'État de Côte d'Ivoire et tout. Or, je pense qu'il faut voir un peu la situation telle qu'elle se présente. On aurait pu dire que si c'est le régime de M. Ouattara qui porte la plainte contre M. Guillaume Soro, on aurait pu dire, mais dès l'instant où il a été condamné à l'intérieur du pays à 20 ans de prison pour crimes économiques, on aurait pu dire que si cela ne s'en tenait qu'à la question de l'élection présidentielle uniquement, on aurait pu dire que le régime d'Abidjan peut se contenter de cette condamnation-là, puisque non seulement il est condamné de façon ferme à 20 ans, mais en plus il est privé de ses droits civiques pour 5 ans. Ça veut dire qu'il est inéligible. C'est terminé, on l'a rendu inéligible. Mais pourquoi le régime ne s'arrête pas là? Le régime ne s'arrête pas là parce que le régime d'Abidjan craint que, étant à l'extérieur, après la première tentative de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui finalement a volé un peu, a rendu une décision dans le sens de M. Guillaume Soro, le régime d'Abidjan, M. Ouattara personnellement, peut se dire qu'il est toujours en danger. Alors si M. Ouattara est toujours en danger, comme je disais tantôt que pour ceux qui sont spécialistes de football, la meilleure façon de se défendre, de se protéger, c'est d'attaquer ou de contre-attaquer. Eh bien, je pense qu'il va plus loin. M. Ouattara qui avait lancé un mandat d'arrêt international. Mais quel est l'objectif du mandat d'arrêt? L'objectif du mandat d'arrêt international, c'est que quel que soit là où vous trouviez sur la planète, un accord qui lie les États, au nom des accords multinationaux ou bilatéraux, on va te traquer là où tu te trouves pour te ramener dans ton pays. Donc voilà, malheureusement, Interpol n'a pas fonctionné. Malheureusement, M. Guillaume Soro a attrait l'État ivoirien devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui plus est, a rendu une décision en faveur de M. Guillaume Soro en demandant à l'État de Côte d'Ivoire de suspendre toute poursuite et de suspendre même le mandat de dépôt contre les députés et les personnalités proches de M. Guillaume Soro. L'État de Côte d'Ivoire se voit en danger. M. Ouattara se voit en danger. Donc M. Ouattara va sur le territoire français où se trouve M. Guillaume Soro pour déposer une façon de dire il faut que la France, si elle est un État de droit, poursuive M. Guillaume Soro puisque la justice française a été saisie. Peu importe d'ailleurs même la personne de qui a porté la plainte, tout ça ce sont des mises en scène. M. Guillaume Soro se promène dans le monde entier depuis qu'il est Premier ministre, depuis qu'il est président de l'Assemblée nationale, et puis il n'a jamais été inquiété. Mais parce que la Côte d'Ivoire n'avait rien dit, parce que M. Ouattara, le tout-puissant, il n'avait rien dit. Et donc si aujourd'hui une plainte sort de la part de certaines personnes que le régime a actionné et dont il a mis les noms devant, c'est une façon comme sournoise pour l'État de Côte d'Ivoire de poursuivre M. Guillaume Soro là où il se trouverait. Donc les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est que ce n'est même plus l'élection présidentielle qui est visée. C'est la personne de Guillaume Soro lui elle-même qui est visée. Et c'est pour cela que je dis à M. Guillaume Soro, on est en train de te pousser jusqu'au mur. Et donc la seule façon qui reste à se défendre, c'est que tu puisses aussi sortir tes cartes. Puisqu'il y a eu un deal entre M. Ouattara et M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro l'a révélé. Il faut dévoiler la nature de ces deals pour pouvoir te protéger toi-même. Et en la matière, je voudrais pouvoir terminer en espérant que mon copanéliste puisse avoir aussi l'occasion de prendre la parole. En la matière, je voudrais dire que la façon de se défendre déjà de M. Guillaume Soro, j'espère que ce n'est qu'un début. Et ce début-là me laisse sur ma faim en tant que militant des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que j'ai vu que le professeur Niamsi, qui était un des conseillers de M. Guillaume Soro, qui a l'habitude de faire des émissions, des conférences vidéo sur les réseaux sociaux, notamment YouTube et Facebook, pour informer l'auditoire, il a animé une belle émission
je crois hier ou avant-hier, qui a eu un bon nombre d'auditeurs. Environ, il a dit lui-même, entre 5 000 et 6 000 personnes qui ont écouté. Et c'est là-dessus, ayant vu cette émission plus tard, j'ai pu me rendre compte qu'il y a le capitaine Souleymane Zebré, un des acteurs principaux, lui-même l'a dit, ce capitaine-là, de là où il se trouve, qui a avoué que, oui, il y a un certain nombre de véhicules, un certain nombre d'armes qui ont servi à la rébellion et qui ont même servi en 2010, c'est lui-même qui les a achetés. Et il a révélé quelque chose qui m'interpelle. Le capitaine Zebré nous dit qu'un certain Ibrahim Ouattara, que tout le monde connaît, M. Photocopie, est celui-là même qui aurait, non, je ne peux pas dire qui aurait, je le cite, c'est Ibrahim Ouattara, appelé Photocopie, donc le frère de M. Alassane Ouattara, c'est celui-là qui a déposé l'argent sur le compte où M. le capitaine Zebré, comment dirais-je, Souleymane Zebré, a puisé pour aller acheter les armes. Il a fait une telle révélation. Et donc je disais, M. Fondo, que ce début d'information, ce n'est pas assez. Cette stratégie de faire des émissions vidéo avec M. Niamsi, ce n'est pas suffisant. Je voudrais dire à M. Guillaume Soro que lorsqu'il a sorti son livre, pourquoi je suis devenu rebelle, mais il a été accueilli sur un plateau de télé d'une grande écoute en France. La France lui a ouvert ses bras et en tant que chef de la rébellion, jeune chef de la rébellion, il a été accueilli sur le plateau de télévision en France. Aujourd'hui, il est en France. Il a ses réseaux. Il a des moyens, un peu de moyens, je ne sais pas combien ils sont. Mais bref, s'il a fait une conférence de presse partout, en France et en Angleterre, pour dire « je suis candidat », mais aujourd'hui, où M. Ouattara l'accuse publiquement d'être l'auteur, d'être le financier de la rébellion, d'être le seul commanditaire de la rébellion, s'il y a eu un deal, mais c'est de la même façon, il faut convoquer la presse, toute la presse mondiale, à la limite, si tu veux, tu organises une grande émission d'écoute avec un entretien avec un grand journaliste de réputation mondiale sur une grande chaîne de télévision, et puis tu fais un exposé pour dire tout ce que tu sais. Parce que de toute façon, que M. Guillaume Soro le dise aujourd'hui, ou qu'il ne le dise pas, M. Ouattara n'est pas prêt à lâcher. Parce que M. Ouattara, il ne s'est pas contenté de la condamnation de 20 ans en Côte d'Ivoire pour s'arrêter. On ne sait pas où ça peut se terminer. Et même je crains pour la vie de M. Guillaume Soro. Autant que nous, en tant qu'exilés, on a craint pendant 8 ans, pendant 10 ans pour nos vies. M. Guillaume Soro lui-même doit craindre pour sa vie. Moi, de mon point de vue, il faut qu'il parle, il faut qu'il se libère. Et puis advienne que pourra. Voilà. Voilà, merci à vous, Dr Bogassako. Voilà, on va tenter cette fois-ci d'avoir Idrissa Koulibaly en espérant que cette fois-ci sera la bonne, pour tenter de comprendre ce qu'ils envisagent comme conséquence de cette plainte déposée par 6 personnes donc en France contre Guillaume Soro pour crime de guerre et également pour assassinat. Alors pour vous, qu'envisagez-vous en termes de conséquences politiques ? Me redonner la parole, je vais rebondir sur tout ce qui s'est passé. Mais en fait, je crois bien qu'il est intéressant pour nous de quand même recentrer le débat, ok? Parce que tantôt j'entends les auditeurs, j'entends aussi mon copanéliste aussi, tout, c'est vrai. Là, j'apprécie ces interventions, mais je crois que ça fuse un peu de partout. Parce que là, on a tendance à en faire un peu allusion, n'est-ce pas, à la sortie par rapport à la conférence du procureur Adou. Tantôt on parle de la plainte. Je crois qu'il faut recentrer le débat. Si on parle de la plainte en tant que telle, il y a eu des individus effectivement qui sont proches de la famille du sergent-chef Ibé et qui ont porté une plainte contre son honorable Soro Kibakori Guillaume, candidat à l'élection présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Je crois bien qu'il faut vraiment recentrer le débat, comme je viens de dire tout à l'heure. Le camarade Ibé, sergent Ibé, a été tué en Côte d'Ivoire, pas pendant la rébellion. Je crois bien qu'il faut vraiment citer, parce qu'on a tendance à confondre. Là, on parle de rébellion, on parle de la mort d'Ibé. Ibé a été tué lors de la post-crise électorale en Côte d'Ivoire, pas pendant la rébellion qui a eu lieu entre 2002 jusqu'en, je sais pas, 2007, quelque chose de ce genre. Donc, il a été tué, tout le monde sait dans les conditions dans lesquelles il a été tué. Lorsque le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir,
on ne va pas entrer dans certains détails, et qu'il y avait encore des poches de résistance encore en Côte d'Ivoire. Ok, ils ont demandé au sergent-chef de déposer les armes, et il y a eu quelques petits échanges entre l'ONUCI avec le gouvernement et puis le sergent-chef IB. Ça n'a pas abouti en tant que tel, et puis on a les audios qui sont là, les vidéos sont là. Le président Alassane Ouattara a donné instruction que le sergent-chef IB et d'autres poches de résistance soient immédiatement anéantis, quel que soit anéantis par tous les moyens. Et c'est ce qui a été appliqué, et ça a soldé à la mort de sergent-chef IB. Donc, est-ce qu'il faut dire que c'est Soro Guillaume qui a tué IB? Là, c'est vraiment un peu trop mal placé de le dire. Il était même hors de la Côte d'Ivoire, selon ses dires à lui-même. Donc, je crois bien que le président de la République, en son temps, a donné instruction pour que le camarade IB soit arrêté par tous les moyens. Et puis, donc, on ne peut pas accuser Soro Guillaume par rapport à ça. Maintenant, quand on fait allusion aux différents morts lors de la rébellion, nous savons tous, lorsqu'il y a une rébellion, ok, il y a les dégâts collatéraux. Ok, donc Soro Guillaume a été dit, il n'a pas peur, La prison, il a eu à faire la prison, comme bien d'entre nous d'ailleurs. Donc, il est prêt à répondre devant toute juridiction, n'est-ce pas, sa participation à cette guerre, si vraiment il est convoqué. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la plainte qui a été déposée, c'est relativement à la mort d'IB et ses proches. Donc, ça n'a rien à voir avec le procès, n'est-ce pas, de la rébellion. Sinon, pour répondre à certains nombre de choses, certains auditeurs ont parlé, je suis quand même content, il faut que la vérité soit sûre. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention, Soro Guillaume a dit, ok, l'honorable Soro Guillaume a dit que Alassane Dramane Ouattara n'est pas étranger, n'est-ce pas, au coup de force qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Ok. Maintenant, il y a eu le capitaine Suleiman Debré qui a eu à parler qu'est-ce qui s'est passé avec les preuves à l'appui qu'il a eu, n'est-ce pas, beaucoup de transferts d'argent. Il a montré les preuves du frère cadet du président Alassane Ouattara. Tout a été dit. Mais je crois bien que tout ça là, c'était par rapport à la post-crise électorale. Donc, je veux vraiment qu'on essaie de recadrer le débat. Est-ce qu'on est en train de parler de la post-crise électorale avec tout son corollaire qui est en train de se passer, ou bien on est en train de parler de la plainte, spécifiquement de la plainte qui a été déposée à Paris? Si c'est par rapport à ça, Soro n'est pas vraiment impliqué dans la mort de IB. On sait ce qui s'est passé. C'est ce que je voulais dire. Sinon, pour répondre à un certain nombre de questions, par rapport, parce que c'est ce qu'on m'avait dit lorsqu'on viendrait aujourd'hui ici, qu'on parlerait, n'est-ce pas, de la sortie du procureur Adou Richard. Si c'est là, j'ai pas mal de choses à dire dedans par rapport à tout, mais je crois que les questions n'ont pas été posées à ce sens-là. J'attends ce que les auditeurs, n'est-ce pas, posent des questions relativement à la conférence de presse de Adou Richard pour que je puisse me prononcer. En ce qui concerne la plainte, je crois qu'au niveau de notre parti politique GPS, il y a des voix plus autorisées, n'est-ce pas, qui prendront la parole pour se prononcer là-dessus. Je vous remercie. Et rappeler que cela sera évoqué, je l'ai dit dans l'introduction de l'émission, cela sera évoqué en deuxième partie. Priorité d'abord à l'actualité et par rapport et à la sélection, à la hiérarchisation de l'actualité et le fait qui a été mis en avant ici et bien sûr cette plainte qui a été déposée par des plaignants de nationalité ivoirienne et française qui accusent Guillaume Soro, vous l'avez bien dit d'ailleurs, d'avoir commandité en 2004 et 2011, la mort de 5 personnes, membres ou ex-membres de la rébellion, dont Ibrahim Koulibaly, surnommé IB. Et vous avez donc réagi là-dessus en affirmant que, de votre point de vue, ou alors selon les éléments que vous avez, c'est plutôt le président Ouattara qui avait donné l'ordre pour passer au deuxième sujet qui nous intéresse ce soir. Il s'agit bien sûr de 19 nouvelles arrestations pour tentative d'insurrection armée présumée. Voilà, 19 personnes, dont 14 militaires ont été récemment interpellés en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'insurrection présumée du candidat à l'élection présidentielle Guillaume Soro, qui Bafouri annoncé mardi par la justice ivoirienne, le procureur de la République, qui a donc fait une sortie pour dire qu'à ce stade de l'enquête, les éléments ont permis l'interpellation de 19 personnes, dont 14 militaires, 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers et 5 civils.
a déclaré donc le procureur de la République en Côte d'Ivoire. Et je me retourne immédiatement vers vous, tel que vous l'avez d'ailleurs vous-même introduit tout à l'heure, Idrissa Coulibaly. Alors, quelle réaction donc après cette annonce du procureur? Bien que les choses sont assez claires, parce que vous savez très bien, il y a eu pas mal de... Oh, il y a des appels qui rentrent là. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, tout ce que nous on demande en tant que tel. Il y a eu deux faits qu'on reproche à l'honorable Soro Guillaume. Quand on dit honorable Soro Guillaume, pour répondre un peu à ce que au précédent auditeur, il faut vraiment s'instruire un peu, ok? Quand on parle de honorable, c'est le titre donné à tous les députés d'une nation. Donc ce n'est pas le fait que je dise Soro qui bafoue comme honorable pour dire qu'il a une certaine honorabilité. Non, non, non. Il faut s'instruire. Tous les représentants de la nation, qui sont les députés, on les appelle des honorables, messieurs. Ça, c'est un premier point. Maintenant, en ce qui concerne, il dit qui est son nom. Je vais juste répondre à ça avant de continuer, s'il vous plaît. Quand il parle aussi à savoir qui est Soro, quel diplôme il a pour se taguer, pour devenir Premier ministre de Laurent Gbagbo, je crois bien que, comme il dit, il faut vraiment s'instruire, puis connaître un peu l'homme aussi en tant que tel. On a été ensemble sur la fac, il a une maîtrise, il a un MBA, donc je crois bien que dans le monde entier, après la maîtrise, je crois bien qu'il y a un PhD, donc il a au moins le fait d'avoir un deuxième cycle. Je crois bien que quand même, c'est quand même suffisant. La plupart, on fait la maîtrise ou le doctorat pour quand même diriger. Mais cela, pour diriger quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir les diplômes. Il faut vraiment s'entourer des gens compétents tout. Donc, pour revenir à la question, la conférence de M. Adou Richard, ok, c'est sur deux volets. Les accusations sont sur deux volets. On parle des tentatives de coup d'État. On parle d'achat illicite de maisons. Je crois bien que les choses sont quand même assez claires. On a bien dit. Les lois sont prescriptives en tant que telles. Nous avons vu que il est parti qu'en 2007 relativement à l'achat de la maison. Je crois bien que le ministre Amon Tano, qui était le directeur de cabinet du président Alassane Ouattara, qui en son temps était le ministre, n'est-ce pas, de la construction, ce dernier n'a même pas été auditionné en instruction, encore moins venir à la barre pour donner sa part de vérité. Pourtant, il est bien là, celui qui a fait toutes les transactions. Aussi, nous avons aussi tous les agents du trésor public ivoirien qui sont encore là, qui ont eu à participer à toutes ces transactions. Pourquoi ces derniers n'ont pas été auditionnés, ni entendus, ni dans les institutions, ni à la barre? De deux encore, il y a aussi le maître Nguessan, le notaire aussi, qui a brandi, n'est-ce pas, un certain nombre de papiers. Pourquoi on ne tient pas compte de tout ça? Je crois bien que cette justice, quand même, de parodie, là, il faut que ça s'arrête. OK? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en ce qui concerne aussi cette histoire de coup d'État, je crois bien que tout le monde le sait. Soro Guillaume, l'honorable Soro Guillaume, je le répète, il a bien dit, lorsque il y a des gens qui lui ont été envoyés, ça s'est passé en France, ce n'est pas qu'ils ont eu un audio, c'est lui qui a enregistré, n'est-ce pas? Il a pris soin, n'est-ce pas, de mettre à côté de lui, n'est-ce pas, il y avait un représentant des services secrets et puis un diplomate qui était avec lui. Il a enregistré tous les discours que l'envoyé du pouvoir avait essayé, n'est-ce pas, de le mettre en piège, et il a donné cet audio depuis 2017 au président Alassane Ouattara. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en 2019, on sort comme ça, pour dire voilà, il veut faire un coup d'État en 2019. Cet audio existe bel et bien, c'était depuis 2017. Donc on arrête, n'est-ce pas, ces gens de fafileux. S'ils veulent essayer d'attaquer Soro, qu'il attaque sur d'autres terrains en tant que tel. Maintenant, pour revenir à celui qu'il avait nommément cité, un certain Suleiman Zabré, et que mon compagnoniste aussi a appuyé, ce dernier, il a été très clair, qui a été cité, il a dit quoi? Les achats d'armes et de véhicules ont été faits au Niger, Mali et Togo. Avec l'argent de qui? Du petit frère du président Alassane Ouattara. Donc, il a brandi presque toutes les preuves des transferts d'argent qui ont été mis dans son compte en tant que tel. Et que la maison, n'est-ce pas, de Soul to Soul a servi à Boaké, a servi de transition par rapport à tout cet arsenal militaire vers l'hôtel du Golfe. C'est ce qui a été dit. Et puis de deux, quand même. Comme des militaires, 20 militaires pour faire un coup d'État avec... Je crois bien qu'il faut qu'on se respecte en tant que tel. Il faut qu'on se respecte. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, pour revenir un peu au premier point que j'avais dit, je ne fuis pas les questions relativement à la rébellion.
tout ce qu'on dit, l'histoire de la Côte d'Ivoire est trop récente pour qu'on puisse la refaire. Tout le monde sait véritablement ce qui s'est passé. Soro n'a jamais nié la paternité, quand il dit la paternité, pour dire qu'il a eu à participer. Il le sait très bien. Mais c'est un étudiant, tout le monde le sait. Avec quel argent d'un étudiant il va aller payer tous ses âmes? Il a bien dit, et je l'ai dit dans ma première intervention, il a dit sans vraiment accuser parce qu'il n'est pas procureur, il n'est pas juge. Il attend ce qu'il soit véritablement convoqué devant toutes les juridictions. Il est prêt à répondre, même s'il faut même faire la prison. Il est libre. Il est très constant dans ses propos. Il a dit, Alassane n'est pas étranger, tout le monde le sait, à cette crise qui a frappé la Côte d'Ivoire qu'on appelle depuis la rébellion. Alassane n'est pas étranger à ce coup de force. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, il attend ce qu'on le convoque pour parler. Donc, je ne fuis pas les questions. J'ai juste dit qu'il y a des voix plus autorisées. Je parlais en l'occurrence de son honorable Soro Guillaume. Lorsqu'on va le convoquer pour qu'il donne sa version, il est prêt. S'il peut avoir une conférence nationale en Côte d'Ivoire, il est prêt à répondre à presque tout. Que l'audience lui soit donnée, et il est prêt à répondre. On est clair et net. C'est ça que j'ai dit, qu'il y a des voix plus autorisées que moi qui parleront. Nous ne fuyons pas les questions. On a été syndicalistes, on a été vraiment, excusez-moi du thème là, nous sommes prêts. Comme on le dit, nous sommes prêts à répondre devant toutes sortes de juridictions. Et je fais confiance à Soro Guillaume pour cela. Je vous remercie. On va poursuivre en donnant la parole au docteur Boga Sako. Alors, docteur Boga Sako, de votre point de vue, que peut-on, est-ce qu'on va dire ici que c'est une chasse à l'homme à Abidjan, en Côte d'Ivoire, quant à ces nouvelles interpellations dans le cadre de l'affaire Guillaume Soro, telle que vue jusqu'ici? Très bien. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je voudrais saluer mon copanéliste pour cette prise de parole qui tente de nous rassurer. Mais je voudrais dire deux ou trois petites choses sur ces questions-là. C'est vrai que mon cher ami représentant donc du GPS a dit en substance, au début, mais quand il a pris la parole, il a dit, oui, les questions fusent de partout, il ne comprend plus rien du tout. Et en réalité, il y a deux sujets. Il y a une situation en Côte d'Ivoire, même la question des crimes économiques, de détournement de fonds publics, de deniers publics et recel, c'est fini puisqu'il a été déjà condamné à 20 ans. Donc, le régime d'Abidjan a fini avec ce dossier. Mais quand le procureur reprend la parole, il sort maintenant le dossier de la rébellion elle-même. Et dans ce dossier de la rébellion, on accuse M. Guillaume Soro d'avoir effectivement, comment dirais-je, attenté à la sûreté de l'État. Et c'est là où on cite un certain nombre de personnes, dont le capitaine Souleymane Zébré. Et pendant que nous arrivions, nous nous apprêtons à en débattre encore une fois sur Afrique Média, ce même jour-là, il y a eu une plainte qui est révélée comme ayant été déposée à Paris par un certain nombre de personnes qui revendiquent, en tout cas qui accusent M. Guillaume Soro de la mort de M. Ibrahim Koulibaly. Donc, qui reviennent encore sur la question de la rébellion. Donc, à la vérité, toutes ces questions s'entremêlent. Toutes ces questions se rejoignent. Et donc, je pense qu'en tant que membre de GPS, vous savez très bien. Je vais vous dire une chose. Lorsque j'évoque en connaissance de cause, j'interpelle souvent M. Guillaume Soro. Il faut, chaque fois que je parle, je prends des éléments qui attirent, qui appellent mon attention et mon intellect. Et je souhaiterais que chaque fois, je sois M. Guillaume Soro suit Afrique Média, je sois maître, comment dirais-je, Afoussi Bambalami, qui est une avocate réputée, en tout cas chevronnée, qui a été porte-parole de la rébellion. Elle suit toutes ces émissions, dès qu'elle le sait très bien. Lorsque le 23 décembre 2019, le mandat d'arrêt a été lancé par le régime de M. Ouattara contre M. Guillaume Soro, j'ai vu Mme Afoussi Bambalami, l'avocate, porte-parole de M. Guillaume Soro, dire M. Guillaume Soro va tout dire, M. Guillaume Soro va parler, puisque c'est ce que M. Ouattara veut, M. Guillaume Soro va parler. Et avant même qu'il n'intervienne, on a alerté tous les médias, tous les réseaux sociaux. Et lorsque M. Guillaume Soro est venu intervenir, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, il y a une phrase qui m'a choqué. Il a dit, j'ai été appelé par des chefs d'État qui m'ont demandé de mettre balle à terre. Ah bon? Vous voulez mettre balle à terre face à M. Ouattara? Bon, regardez aujourd'hui, maintenant il a condamné à 20 ans. Mais il ne s'arrête pas là.
Vous me dites, oui, ce sont des tiers qui ont porté la plainte à Paris. Mais il y a une connexion. Parce que la plainte de Paris, elle ne se limite pas à la mort de M. Ibrahim Koulibaly. Elle prend effet depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que M. Guillaume Soro ne peut pas échapper. Donc ça veut dire que cette plainte-là, surtout la plainte à Paris, elle prend en compte toute la rébellion. C'est pour cela que, très fraternellement, parce qu'aujourd'hui, quand je dis fraternellement, ça veut dire quoi? Tenez-vous bien, M. Guillaume Soro, il a fait mal à la Côte d'Ivoire. M. Guillaume Soro a fait mal à la Côte d'Ivoire. Mais en même temps qu'il a fait mal à la Côte d'Ivoire, il a ce courage pour dire « je demande pardon ». Mais qui suis-je pour ne pas accepter le pardon de Guillaume Soro? Qui sommes-nous pour ne pas accepter son pardon? Mais pour que nous puissions accepter son pardon, il faut qu'il se vide. Et il faut qu'il nous libère nous-mêmes. Et c'est pour cela que je dis, le fait de dire « je vais parler, mais on m'a demandé de ne pas parler ». Bon, si tu n'as pas parlé, tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu ne sais pas où ça peut finir. C'est pour cela que chaque fois que j'ai l'occasion, je l'interpelle parce que le fait d'avoir tourné dos à M. Ouattara, comme M. Pétier qui a tourné dos à M. Ouattara, ça doit nous mettre ensemble. En tant qu'Ivoiriens, on peut tous poser des actes, on peut regretter les actes, mais il faut aller jusqu'au bout, de sorte que ton peuple puisse te pardonner. Aujourd'hui, M. Ouattara n'est pas dans une stratégie de jeu. Il a pris des députés qui ont été élus par des compatriotes ivoiriens. Il les a enfermés sans respecter la loi de Côte d'Ivoire. Il les a coffrés. Et puis chaque fois, il s'amuse, il change de prison. Il les amène ici aujourd'hui. Il les envoie là hier. Et souvent sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens s'amusent à ressortir tous les propos que disait le ministre Alain Lobognon en disant que M. Ouattara était démocrate, la justice est bonne. Donc aujourd'hui, on ne va pas revenir sur cette chose-là parce que dans le sens où quelqu'un dit « je demande pardon », ça veut dire qu'il le regrette. Mais si tu regrettes, il faut tout déballer. Et moi, c'est ce que je dis. Et c'est pour cela que tout à l'heure, quand M. Guy Fondor a posé la question, je lui ai dit que ce qui a commencé là, on ne connaît pas la fin. Et en terminant sur cette question, j'ai deux choses à dire. Et M. Guy Fondor me fera l'amitié de me permettre de les dire. Les deux choses, c'est quoi? La première des choses, aujourd'hui, nous savons ce que M. Guillaume Soro a fait. M. Guillaume Soro a assumé. M. Guillaume Soro dit, je regrette, je demande pardon. Et en même temps que M. Guillaume Soro dit, il assume, il demande pardon à la République, il demande pardon aux Ivoiriens, je pense que jusqu'à ce qu'il soit bloqué en Europe, il est dans cette stratégie-là. Moi, j'ai envie de savoir, mais quel est le rôle que M. Alassane Ouattara a joué dans cette rébellion? Je veux savoir quelle était sa part de responsabilité dans la rébellion. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a une petite vidéo, une petite émission animée par le professeur Niamsi qui a commencé à nous éclairer. C'est la première fois qu'un acteur de haut plan en profondeur de la rébellion dit qu'il a reçu de l'argent, des millions, des centaines de millions, je suppose, de la part de M. Ibrahim Ouattara, dit photocopie, le frère cadet de M. Alassane Ouattara. Pour moi, c'est un début. Mais comme Guillaume Soro était le chef de la rébellion, le chef connu, je voudrais qu'il aille plus loin. C'est ce que je lui dis aujourd'hui. La deuxième chose qu'on aimerait savoir, et qui fait que je me trouve sur ce plateau, c'est que je comprends ce qui s'est passé dans mon pays, parce qu'on a beaucoup supputé, on a beaucoup glosé, on a beaucoup analysé, mais comme on n'a pas de preuves, parfois on ne peut pas faire plus. Tu ne peux pas porter une plainte contre quelqu'un alors que tu n'as même pas de preuves contre lui. Je me rappelle encore le débat, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, le 25 novembre 2015, pardon, 25 novembre 2010, avant l'élection présidentielle, ma prière. M. Laurent Gbagbo aurait bien voulu accuser M. Ouattara d'avoir financé la rébellion, mais à quelle preuve avait-il? Et en tant qu'homme politique, il est resté un peu, comment dire, en réserve, parce que le monde entier regardait ce débat et M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas accuser M. Ouattara. Aujourd'hui, où il y a eu le clash entre M. Guillaume Soro et M. Ouattara, j'ai envie de savoir, les Ivoiriens ont envie de savoir, quelle est la part de responsabilité de M. Alassane Ouattara dans tout ce qui se passe dans notre pays. Premier élément. Mais deuxièmement, n'oublions pas même qu'il y a un chef de l'État, un président de la République en exercice qui a été bombardé par la France et qui a payé une dizaine de vies, une dizaine d'années de sa vie à la Cour pénale internationale. Il y a quand même Charles Blé Goudé, un jeune de la même génération que Guillaume Soro, qui a payé de sa vie pendant 10 ans à la Cour pénale internationale. Sans oublier tous ceux qui sont morts.
mais ne serait-ce que pour le président Laurent Gbagbo. Dès l'instant où un chef de l'État a été pratiquement mis à nu dans le monde entier, on l'a diabolisé. Et nous tous, quand on passait en Europe, parce qu'on nous taxait de pro-Gbagbo, on nous humiliait, on se cachait. Celui-ci a été acquitté. Alors vous pensez que si vous ne dites pas la vérité, pour qu'on soit au moins libéré en nous, pour qu'on dise à M. Ouattara, voilà ce que tu as fait. Tu as fait 10 ans au pouvoir, c'est pas grave. Mais il faut que tu reconnaisses ce que tu as fait dans cette nation. Et je m'en vais terminer. Les Sud-Africains, là, quand ils se sont réconciliés, est-ce que vous pensez que les Sud-Africains noirs ont bouffé les Sud-Africains blancs? Non. Il y a eu un Nelson Mandela qui est venu et qui a réconcilié les deux parties. Mais pour que cette réconciliation-là se fasse et que l'Afrique du Sud aujourd'hui rebondisse, c'est parce qu'il y a eu des tribunaux spéciaux qu'on appelle la justice transitionnelle. On n'est pas allé à la CPI, on n'est pas allé devant les juges, mais on a créé des tribunaux spéciaux, des tribunaux transitionnels au cours desquels les bourreaux ont avoué leurs crimes, les victimes ont entendu leurs souffrances, ils ont reconnu leurs bourreaux et l'Afrique du Sud s'est réconciliée. C'est ce que nous attendions en Côte d'Ivoire. Peut-être que le moment est venu, mais la balle est dans le camp de Guillaume Soro et de M. Ouattara. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, surtout de votre patience. Voilà, Idrissa Koulibaly, membre de la cellule de veille stratégique de GPS. Merci également au docteur Bogasako Gervais, enseignant-chercheur et militant des droits de l'homme, pour votre participation.